Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 5 grandes personnalités françaises qui nous ont quittés aujourd'hui. Des figures emblématiques du cinéma, de la musique et du sport, dont le départ laisse un grand vide. Mais restez bien jusqu'à la fin, car une nouvelle particulièrement triste concerne Catherine Deneuve. Un hommage rempli d'émotions vous attend. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour continuer à honorer la mémoire de ces grands noms. C'est parti! Jean Sarru, figure emblématique du paysage musical et humoristique français, nous a quittés, laissant derrière lui un héritage riche et inoubliable. Son nom restera à jamais lié au Charlot, groupe qui a marqué toute une génération par son humour décalé et ses mélodies entraînantes. Né le 11 mai 1945 à Puteaux, Jean Sarru découvre très tôt sa passion pour la musique et le spectacle. Avant d'intégrer les Charlots, il joue de la basse aux côtés de Ronnie Byrd et Dick Rivers, des figures incontournables du rock français. C'est en rejoignant le groupe Les Problèmes, qui deviendra plus tard les Charlots, qu'il trouve véritablement sa voix. Avec son humour naturel et son énergie débordante, il contribue à faire des Charlots un phénomène incontournable des années 70. Le succès du groupe ne se limite pas à la scène musicale. Très vite, les Charlots s'imposent aussi au cinéma avec des films devenus cultes comme La Grande Java, Les Bidas en folie ou encore Le Grand Bazar. Ces comédies, mêlant situations absurdes et gags burlesques, séduisent un large public, bien au-delà des frontières françaises. La popularité du groupe s'étend même jusqu'en URSS et en Inde, preuve de leur impact international. Jean Sarru y joue un rôle essentiel, apportant sa touche personnelle et son humour inimitable à chacune de ses productions. Dans les années 90, il tente une nouvelle aventure en réalisant Le Retour des Charlots en 1992. Cependant, le film ne rencontre pas le succès escompté et l'échec financier qui en découle marque un tournant difficile dans sa vie. Contraint de surmonter cette période délicate, il reçoit le soutien de l'association La Roue Tourne, qui vient en aide aux artistes en difficulté. Son amour pour le spectacle ne faiblit pas et il continue à apparaître à l'écran, notamment dans le film Un grand cri d'amour de Josiane Balasco en 1997. Malgré les épreuves, Jean Sarru reste fidèle à sa passion et à l'esprit des Charlots. Il publie plusieurs ouvrages retraçant l'histoire du groupe et participe à de nombreux événements rendant hommage à cette incroyable aventure musicale et cinématographique. En 2009, il retrouve son complice Gérard Rinaldi pour la tournée Âge tendre et Tête de bois, un moment émouvant pour les fans de la première heure. La disparition de Gérard Rinaldi en 2012 est une perte immense pour lui, marquant la fin définitive des Charlots. Cependant, il continue d'honorer leur mémoire à travers des galas et des rencontres avec le public. En 2016, une nouvelle page s'écrit avec la réformation officielle des Charlots pour célébrer leur 50e anniversaire. Des concerts sont organisés, témoignant de l'attachement indéfectible du public à ce groupe mythique. Toujours passionné, Jean Sarru crée également Les Vieilles Fripouilles aux côtés d'Alain Turban et Gilles Dreux, poursuivant ainsi son engagement pour la musique et l'humour. Jean Sarru s'est éteint à l'âge de 79 ans, emporté par une longue maladie. Son départ marque la fin d'une époque, mais son souvenir, lui, demeure intact. À travers ses chansons, ses films et son rire communicatif, il continue de faire vibrer les cœurs. Son héritage, empreint de légèreté et de bonne humeur, reste un trésor précieux dans l'histoire du divertissement français. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage avec respect et gratitude. Jean Sarru restera à jamais un symbole de joie et de spontanéité, un artiste qui a su, par son talent et son humanité, marquer son époque et illuminer la vie de milliers de spectateurs. Son esprit facétieux et sa passion du spectacle resteront gravés dans nos mémoires. Le monde du cinéma et de la musique a perdu une figure pleine de promesses et de talent. Kim Sae-ron, actrice et mannequin sud-coréenne, est décédée le 16 février 2025 à l'âge de 24 ans, laissant un vide immense dans l'industrie et dans le cœur de ses nombreux fans. Née le 31 juillet 2000 à Séoul, elle avait commencé sa carrière artistique très jeune et s'était rapidement fait un nom grâce à son rôle dans le film à succès A Man From Nowhere en 2010. Dès son plus jeune âge, Kim Sae-ron s'imposait comme une enfant prodige du cinéma sud-coréen, captivant l'attention du public avec sa capacité à incarner des personnages profonds et émouvants. Son visage, à la fois doux et expressif, faisait d'elle une actrice au potentiel infini. Sa carrière semblait toute tracée, et son avenir brillait devant elle. Cependant,
derrière l'image de la star montante se cachait une réalité plus complexe. À l'instar de nombreuses figures publiques, Kim Sae-ron a dû faire face à des moments difficiles. En 2022, un accident de voiture, alors qu'elle conduisait en état d'ébriété, a marqué un tournant dans sa vie. Bien qu'elle ait exprimé ses regrets et pris des responsabilités pour l'incident, cet événement a déstabilisé l'image publique qu'elle s'était construite au fil des années. L'onde de choc provoquée par l'accident et les critiques qui ont suivi n'ont pas été faciles à supporter. Dans les mois qui ont suivi, Kim a tenté de se relever, prenant des mesures pour réparer ses erreurs et traversant une période de grandes difficultés personnelles et financières. Malgré tout, elle continuait à se battre pour garder sa place dans l'industrie, travaillant même dans un emploi à temps partiel pour surmonter ses épreuves. En 2024, elle annonçait un retour tant attendu sur les planches avec la pièce Dongshimi, symbolisant son désir de renouer avec sa carrière d'actrice. Mais cette renaissance artistique ne fut pas celle qu'elle espérait. La santé de Kim Sae-ron, déjà fragilisée par de nombreuses pressions, la contraignait à se retirer rapidement de ce projet. À ce moment, son entourage et ses fans espéraient un rétablissement, croyant encore à un avenir plus serein pour elle. Mais le destin en a décidé autrement. Le 16 février 2025, Kim Sae-ron est décédée à son domicile de Séoul, dans des circonstances tragiques. Son corps a été retrouvé par un ami dans son appartement du quartier de Seongsu-dong, un endroit qu'elle avait choisi comme refuge. La police a ouvert une enquête et a confirmé qu'il s'agissait d'un suicide, une nouvelle qui a profondément choqué et attristé ceux qui la connaissaient. Kim Sae-ron n'était plus cette jeune actrice pleine d'espoir, mais une âme fragile, en quête de paix. Sa perte laisse une trace indélébile dans l'histoire du cinéma et de la télévision en Corée du Sud, mais aussi dans le cœur de ses proches, de ses fans et de ses collègues. Kim Sae-ron ne sera jamais oubliée pour son talent et sa douceur. Elle a marqué de son empreinte l'industrie cinématographique coréenne, et son absence sera ressentie pendant longtemps. Le temps ne guérira pas cette blessure, mais il permettra de se souvenir de l'actrice talentueuse qu'elle était et du potentiel qu'elle n'a pas pu pleinement réaliser. Ses rôles au cinéma, notamment dans The Man from Nowhere, resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Ceux qui l'ont vue sur grand écran se souviendront de son regard, de sa présence, et de la profondeur qu'elle apportait à ses personnages. Aujourd'hui, alors que nous pleurons sa disparition, nous devons aussi célébrer la vie qu'elle a vécue et l'impact qu'elle a eu. Kim Sae-ron, à travers ses films, sa musique et sa personnalité, nous a laissé un héritage qui continuera de briller malgré l'obscurité de sa fin tragique. Que son âme trouve la paix qu'elle cherchait, et que son souvenir vive dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Son départ est un rappel douloureux de la fragilité de la vie, mais aussi de la beauté des moments qu'elle a partagés avec nous. Nous nous souviendrons d'elle avec affection et respect, et rendons hommage à son parcours, à son art, et à la lumière qu'elle a apportée à tant de vies. Le monde du théâtre et du cinéma perd aujourd'hui une de ses grandes figures. Geneviève Page, comédienne raffinée et actrice emblématique du cinéma français et international, s'est éteinte le 14 février 2025 à l'âge de 97 ans, dans sa ville de cœur, Paris. Née Geneviève Bonjean le 13 décembre 1927, elle aura marqué de son empreinte le paysage artistique français, tant au cinéma qu'au théâtre, avec des rôles mémorables qui continuent de vivre dans l'esprit du public. Sa carrière, aussi vaste que brillante, s'est construite au fil des décennies, entre drames, comédies et rôles de femmes énigmatiques qui ont traversé les époques. Geneviève Page débute sa formation artistique dans la capitale, d'abord au lycée Racine, puis en suivant les cours de Tania Balachova et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Elle se distingue très tôt par son talent et sa grâce, et fait ses débuts au théâtre, où elle se fait une place au sein de la Comédie Française et du TNP. Dans des pièces classiques comme Lorenzaccio ou Les Caprices de Marianne, elle joue aux côtés de grands noms du théâtre français, parmi lesquels Gérard Philippe. La scène théâtrale est pour elle un terrain d'expression privilégié, où elle s'illustre dans des rôles complexes et profonds. Sa carrière se poursuit dans des pièces au théâtre de l'Odéon, où elle incarne des personnages aussi variés que dans Le Soulier de satin, Andromaque ou La Nuit des Rois, des œuvres qui témoignent de sa maîtrise du répertoire classique. En 1949, Geneviève Page se tourne vers le cinéma, avec des débuts prometteurs dans le film Ce siècle a 50 ans. Mais c'est dans les années 1950 que sa carrière cinématographique prend un véritable envol. Très rapidement, elle est sollicitée par le cinéma américain, où elle incarne des européennes raffinées,
tels que des princesses ou des femmes mystérieuses. Des films comme l'énigmatique Monsieur D et le Cid la propulsent sur la scène internationale, aux côtés de grandes figures comme Robert Mitchum et Charlton Heston. Son élégance naturelle et sa présence à l'écran la rendent inoubliable dans des rôles qui nécessitent à la fois distance et émotion. Cependant, c'est dans des films plus intimes et complexes que Geneviève Page révèle toute la profondeur de son talent. Dans Belle de jour, 1967, de Louise Buñuel, elle incarne Madame Anaïs, un personnage ambigu et fascinant. Puis, dans La vie privée de Sherlock Holmes, 1970, de Billy Wilder, elle incarne Gabrielle Valadon, une femme mystérieuse et complexe qui s'inscrit parfaitement dans l'univers du célèbre détective. Ses rôles, où elle parvient à allier sensualité et intelligence, sont le reflet d'une actrice à la fois audacieuse et subtile. Son talent est également mis à l'épreuve dans des films comme Buffet froid de Bertrand Blier, où elle joue une veuve nymphomane dans un registre totalement différent, mais tout aussi captivant. Au théâtre, Geneviève Page se distingue également par ses interprétations poignantes, notamment dans le rôle de Petra von Kant dans Les larmes amères de Petra von Kant de René Werner Fassbinder. Sa performance dans cette pièce lui vaut le prix de la meilleure comédienne du syndicat de la critique en 1980, un hommage bien mérité à son travail de grande actrice. Son amour pour le théâtre ne se limite pas à la scène, puisqu'elle partage aussi son savoir en donnant des cours d'art dramatique, contribuant ainsi à la formation de jeunes talents. Au fil des années, Geneviève Page reçoit de nombreuses distinctions, dont le prix Reconnaissance des cinéphiles en 2013, pour l'ensemble de sa carrière. Ce prix est un témoignage de l'amour et du respect qu'elle a suscité parmi les cinéphiles, mais aussi parmi ses pairs, qui l'ont toujours admirée pour sa rigueur, son éthique de travail et son sens profond de la scène. Si sa carrière a été marquée par des rôles iconiques, la vie de Geneviève Page n'a pas été seulement celle d'une actrice. Elle a également vécu une vie privée pleine de tendresse et de discrétion. Mariée à Jean-Claude Bujard, avec lequel elle a eu 2 enfants, Thomas et Adélaïde, elle a su concilier avec délicatesse sa vie professionnelle et sa vie familiale. Son engagement personnel l'a également amenée à soutenir des causes qui lui étaient chères, comme celle pour le droit de mourir dans la dignité, dont elle faisait partie du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD. Geneviève Page nous laisse une œuvre immense, riche et variée, qui continue d'inspirer et d'émerveiller. Sa disparition est un triste chapitre qui se tourne dans l'histoire du cinéma et du théâtre français, mais son héritage artistique, lui, restera à jamais gravé dans les mémoires. À travers ses rôles, son charisme et sa sensibilité, elle a marqué de son empreinte l'histoire du cinéma mondial. Nous nous souviendrons d'elle non seulement pour ses performances exceptionnelles, mais aussi pour sa classe, son humilité et sa beauté intérieure, qui transcendaient l'écran et la scène. Geneviève Page repose désormais parmi les étoiles, et son souvenir continuera de briller longtemps dans le cœur de ceux qui l'ont admirée et aimée. Le monde du journalisme sportif et de la politique a perdu un homme de passion, d'engagement et de multiples talents. Avi Assouli, figure marquante de la scène médiatique et politique, est décédé le 14 février 2025 à l'âge de 74 ans à Marseille, ville qui aura été le théâtre de tant de ses réalisations. Natif d'Aïn El Arba en Algérie, le 5 juin 1950, Avi Assouli a mené une vie riche, marquée par des choix audacieux et des transitions entre différentes carrières, allant du football à la politique, en passant par le journalisme sportif. Sa jeunesse est marquée par un premier engagement sportif. D'abord footballeur au RCFC Besançon, il dispute quelques matchs en Division 2, avant de prendre un chemin différent en s'engageant comme gardien de kibboutz en Israël en 1973. Cette expérience l'amène à servir dans l'armée israélienne durant la guerre du Kippour. Un parcours hors du commun qui se poursuit par un travail pour la compagnie aérienne israélienne El Al à Paris, New York et Marseille. Mais c'est véritablement dans le monde du journalisme qu'Avi Assouli trouve sa véritable vocation. C'est en 1984 qu'il fait ses premiers pas dans le journalisme sportif, en écrivant pour le magazine Crampon. Il poursuit sa carrière en radio, où il officie sur des stations telles que Fun Radio, Énergie, Radio Star et France Bleu Provence. Il est reconnu pour son professionnalisme et son analyse perspicace des matchs, notamment en tant que commentateur des matchs de l'Olympique de Marseille. Sa voix devient familière aux amateurs de football, et il noue des liens forts avec les passionnés du sport en commentant les exploits de l'OM. Lors de la catastrophe de Furiani en mai 1992, il est gravement blessé,
un événement qui marquera sa carrière et son engagement envers le monde du sport. Son parcours médiatique se poursuit sur des chaînes telles que M6, LCM, UMTV, et des collaborations avec des journaux prestigieux comme Le Soir, The Sun ou Reuters. En 2009, Avi Assouli termine sa carrière à France Bleu Provence, où il occupe le rôle de grand reporter, laissant une empreinte indélébile dans l'univers du journalisme sportif. Mais son parcours ne se limite pas au journalisme. Avi Assouli a également été un homme politique engagé. En 2010, il rejoint Michel Vauzel sur la liste socialiste des Bouches-du-Rhône lors des élections régionales PACA. Bien qu'il ne soit pas membre du PS, il est élu conseiller régional et se distingue par son rôle de délégué aux grands événements sportifs. Cette expérience politique se poursuit lorsqu'il devient suppléant de Marie-Arlette Carlotti lors des élections législatives de 2012 et qu'il siège à l'Assemblée nationale après leur élection. Tout au long de sa carrière politique, Avi Assouli a œuvré pour défendre les causes qui lui étaient chères, notamment en matière de sport et de culture. Avi Assouli n'était pas seulement un homme de médias ou de politique, il était un homme de cœur, passionné par son travail et engagé dans ses convictions. En 2022, il se présente aux élections législatives sous l'étiquette écologiste, prouvant une fois de plus sa volonté de s'impliquer pour sa ville et sa région. C'est un homme au parcours unique que nous perdons aujourd'hui. Un homme qui a su allier passion du sport, engagement politique et amour de son métier. Avi Assouli aura laissé sa marque dans le journalisme sportif, la politique et dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyé. Ses proches, ses collègues et tous ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer se souviennent de lui comme d'un homme déterminé, un journaliste affûté, un homme de conviction. Aujourd'hui, à l'âge de 74 ans, Avi Assouli nous quitte, mais son héritage perdurera à travers ses nombreuses contributions. Sa carrière dans le sport, sa voix au micro, son engagement en politique et son amour pour sa ville de Marseille resteront gravés dans l'histoire. À travers ses combats et ses passions, il a su marquer les esprits et inspirer ceux qui l'ont suivi. Ses obsèques se sont déroulées dans la plus grande discrétion, à Marseille, où il repose désormais. C'est un hommage sincère que nous lui rendons aujourd'hui. Que sa mémoire et son héritage, tant journalistique que politique, continuent de vivre à travers ceux qui ont eu la chance de le connaître et de l'admirer. Mika Elomo, né le 21 avril 1977 à Turku en Finlande, est une figure qui a marqué le monde du hockey sur glace, tant en tant que joueur que dans son rôle d'entraîneur. Sa disparition, survenue le 9 février 2025 à l'âge de 47 ans, laisse un vide dans la communauté du sport, notamment en Finlande et en France, où il a su se faire une place de choix dans le cœur des amateurs de hockey. La carrière de Mika Elomo a débuté très jeune, au sein de son club formateur, le TPS Turku. Dès 1994, il fait ses premiers pas en compétition professionnelle avec une apparition qui sera suivie par une saison notable dans les ligues inférieures, notamment au Kiekko 67, avant d'être repêché en première ronde du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey, LNH, en 1995, par les Capitals de Washington. Sa sélection à la 23e place est un premier témoignage de son potentiel, mais c'est dans les ligues mineures qu'il se forge véritablement une identité, avec les Pirates de Portland en Ligue américaine de hockey, LAH. Durant cette période, il aura la chance de goûter à l'élite, avec une brève incursion dans la LNH. En effet, Mika Elomo joue 2 matchs avec les Capitals de Washington, inscrivant une assistance sur le premier but de la carrière de Jeff Alpern, une statistique modeste, mais significative pour un joueur en développement. Il retournera rapidement aux Pirates, poursuivant sa carrière professionnelle tout en continuant à être une figure importante dans le monde du hockey, à la fois pour son éthique de travail et son jeu d'équipe. De retour en Finlande, Mika retrouve ses racines avec le TPS Turku, puis évolue au sein d'autres équipes de la SM Liga, notamment les Blues Espoo, où il passera ses dernières années de carrière. Avec 230 matchs en SM Liga, Mika a marqué une génération de joueurs et de fans, bien qu'il ait eu moins d'occasions de briller sur la scène internationale. Cependant, il est important de souligner son implication en équipe nationale, où il a représenté la Finlande à un jeune âge, un honneur rare qui montre la reconnaissance de ses talents au niveau international. Le hockey a toujours fait partie intégrante de la vie de Mika Elomo, et après avoir mis fin à sa carrière de joueur, il choisit de se tourner vers l'entraînement. Il devient entraîneur des Jokers de Cergy-Pontoise en France, un rôle dans lequel il poursuit sa passion de transmettre son savoir-faire et sa compréhension du jeu. Son engagement dans le développement des jeunes talents a été remarquable,
et il a été un modèle pour de nombreux joueurs en herbe, toujours désireux de partager son expérience et son amour pour le sport. Sa carrière, bien que marquée par des blessures et des moments difficiles, a toujours été définie par sa détermination et sa résilience. Mickaël Homo ne s'est jamais laissé abattre par les revers, et il a su s'adapter à toutes les situations, que ce soit en tant que joueur dans les ligues mineures ou dans ses rôles d'entraîneur et de mentor. La France, où il a exercé une grande partie de sa carrière d'entraîneur, perd aujourd'hui un homme qui, au-delà de ses compétences sportives, a toujours fait preuve d'une grande humilité et d'un respect profond pour le jeu. Sa carrière en France, bien qu'évoluant loin des projecteurs de la LNH, a été couronnée par la reconnaissance des joueurs qu'il a formés et des fans qu'il a touchés par sa passion et son engagement. Aujourd'hui, à l'âge de 47 ans, nous pleurons la perte de Mickaël Homo, un homme qui aura marqué à la fois par ses performances sur la glace et par son rôle essentiel dans la formation des générations futures. Le monde du hockey sur glace, et particulièrement les jokers de Cergy-Pontoise, se souviendront longtemps de son influence et de son rôle central dans l'évolution du hockey en France. Son absence laissera un vide, mais son héritage restera vivant à travers les joueurs qu'il a formés et les souvenirs qu'il a laissés dans le cœur de ses coéquipiers et de ses admirateurs. Alors que la Finlande perd l'un de ses enfants prodiges du hockey, et que la France se souvient de son entraîneur respecté, l'héritage de Mickaël Homo perdure. Ses performances sur la glace, son rôle de mentor et d'entraîneur, sa personnalité humble et passionnée resteront dans les mémoires des nombreux jeunes qu'il a inspirés tout au long de sa carrière. C'est avec une grande tristesse que nous rendons hommage à Mickaël Homo, un joueur et entraîneur dont le parcours exemplaire continuera de marquer l'histoire du hockey sur glace. Catherine Deneuve, une figure emblématique du cinéma français, a toujours su garder une certaine distance vis-à-vis des événements médiatiques. Toutefois, elle a récemment partagé avec une certaine sérénité et franchise son désaccord avec l'organisation des Césars. Dans une interview donnée sur France Inter, l'actrice a expliqué pourquoi elle avait boycotté cette prestigieuse cérémonie pendant de nombreuses années, précisant que cela n'avait rien de personnel mais relevait d'un désaveu profond envers un système qu'elle jugeait de plus en plus éloigné de ses principes. « Je ne voulais pas y aller », a-t-elle confié, en affirmant que son désintérêt pour les Césars remontait à au moins 15 ans. Pour l'actrice, la cérémonie des Césars, à ses débuts, était différente, mais elle a rapidement évolué vers ce qu'elle considère aujourd'hui comme une caricature. La légendaire actrice de 80 ans, qui a reçu 2 Césars au cours de sa carrière, pour Le Dernier Métro en 1981 et Indochine en 1993, estime que tout le système des Césars devrait être revu. Elle dénonce notamment un système de vote qu'elle juge peu rigoureux. Des gens qui n'ont pas vu les films votent, une situation qu'elle trouve inacceptable, car elle altère l'authenticité du processus. Ces critiques révèlent une volonté de réformer, de rendre cette institution plus sérieuse et moins influencée par des dynamiques qu'elle juge superficielles. Bien que Catherine Deneuve ait longtemps tourné le dos à l'événement, son avis a finalement changé cette année, lors de la 50e cérémonie des Césars. Le réalisateur Bertrand Bonello, membre de l'Académie des Césars, a été l'un des principaux instigateurs de ce revirement. Bertrand Bonello voulait me voir absolument, a-t-elle expliqué. Le réalisateur, par son insistance et son respect, a su convaincre la star d'accepter de présider cette cérémonie, mais à une condition. Ce serait pour une seule fois, à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans. Ce moment, selon Deneuve, représente une exception, et elle précise clairement qu'elle n'a pas l'intention de renouveler l'expérience. J'ai fini par dire oui parce que c'est le 50e anniversaire. C'était ça et ce sera tout, a-t-elle affirmé. La décision de Catherine Deneuve de revenir sur cette question, et de présider la cérémonie en 2025, suscite un certain nombre de réflexions. Bien que le monde du cinéma change et évolue, elle reste fidèle à ses principes, en n'hésitant pas à émettre des critiques lorsqu'elle estime que les choses ne vont pas dans la bonne direction. À travers ces mots, on perçoit aussi une forme de douceur, celle d'une femme qui a vu et vécu le cinéma sous toutes ses formes, mais qui garde une attention particulière à ce qu'elle considère comme des valeurs essentielles. Sa décision finale, même si elle est prise avec une certaine réserve, reflète une approche pragmatique. Je ne vais pas dire des choses négatives sur quelque chose que l'on n'a même pas encore fait, admet-elle. C'est dans une posture d'attente, ni totalement défavorable ni totalement favorable, qu'elle se présente avant cette soirée. En somme, si elle a accepté de présider cette 50e cérémonie, c'est avant tout par respect pour l'anniversaire de l'événement, mais aussi par l'espoir, peut-être, que certaines choses puissent changer. Catherine Deneuve n'a jamais été une actrice de compromis,
Et même si elle ne ferme pas définitivement la porte, il semble que cette cérémonie des Césars 2025 soit la seule qu'elle accepte de présider. Un moment singulier, à la fois historique et symbolique, pour une femme qui a marqué le cinéma d'une empreinte indélébile.